chères auditrices et auditeurs, pour ce 12e podcast Cyber Stories raconté par les femmes du CEF6, le Cercle des femmes de la cybersécurité. Créé en 2016 par la docteure en informatique Madame Nassira Salvan, le Cercle des femmes de la cybersécurité est l'association pionnière sur les sujets d'inclusion dans la filière cybersécurité en France. Pour notre invitée du jour, Delphine Chevalier, la cybersécurité n'a pas du tout été une vocation, mais plutôt une révélation. Delphine n'avait pas du tout prévu de travailler dans la cybersécurité. Ce n'était pas l'orientation qu'elle avait souhaité donner à sa carrière au départ. Et pourtant, une cyberattaque qui a touché son entreprise en 2017 a complètement changé la donne de son parcours professionnel. À travers son expérience, ses engagements et son témoignage dans ce podcast aujourd'hui, elle souhaite contribuer à la prise de conscience selon laquelle la cybersécurité n'est pas une problématique IT, dont la seule responsabilité revient à la DSI ou à la direction des systèmes d'information, ou à la DSSI, mais bel et bien un enjeu métier stratégique dont tous les acteurs de l'entreprise doivent s'emparer, et en premier lieu les COMEX. Nous pouvons tous contribuer à lutter contre les stéréotypes, favoriser la mixité et le leadership des femmes dans la cybersécurité en menant des actions concrètes. D'ailleurs, les femmes que vous allez entendre ne portent pas de sweat à capuche, mais elles travaillent dans la cybersécurité. Ce projet de podcast est une manière pour nous de mettre en avant les profils féminins en mêlant des témoignages de lauréates des trophées CEF6 et des prises de parole d'expertes sur des sujets d'actualité. Aujourd'hui, le CEF6 compte plus de 500 membres, dont 15% d'hommes, de métiers et de profils distincts, allant de RSSI à consultante, ingénieure en IA, chercheuse, développeuse, avocate, commerciale, SOC manager, toutes exerçant dans la cybersécurité et volontaires pour contribuer à rendre visible ce secteur et les compétences qu'il compose. Pour briser les idées reçues, améliorer l'appropriation des bonnes pratiques cyber, développer les compétences. Ce 12e podcast donne donc la parole à une professionnelle de la cyber, Delphine Chevalier, qui est fondatrice et présidente de la société Thalia Neomédia, qui est un cabinet de conseil en cybersécurité et en IA, qu'elle a créé en 2019 et qui accompagne les dirigeants d'entreprises dans l'élaboration et la mise en œuvre de leur stratégie de cybersécurité et d'IA. En ce qui me concerne, je suis Chloé Viltier, senior manager en cybersécurité chez BearingPoint, qui est aussi un cabinet de conseil en management et en technologie, qui accompagne ses clients dans leur transformation métier et leur transformation digitale. Je suis ravie d'accueillir Delphine aujourd'hui à La Défense. Delphine, bonjour. Bonjour Chloé, merci de m'accueillir. Merci à toi, merci beaucoup d'avoir répondu présente pour te prêter à cet exercice et nous partager ton parcours et tes convictions en matière de cybersécurité aujourd'hui. Alors Delphine, sans plus attendre, je te propose de commencer et est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous expliquer pourquoi tu as accepté de participer à ce podcast et qu'est-ce qui est finalement important pour toi dans cette démarche ? Alors j'ai accepté pour plein de raisons, mais déjà la première, c'est quand on me propose de parler de cybersécurité et aussi d'intelligence artificielle. Je trouve que c'est une vitrine, c'est un moyen effectivement de porter le sujet. J'aime pas trop le terme vulgarisation, mais aussi de faire qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent entendre parler de la problématique. La deuxième chose, c'est aussi parce que c'est le CEF6, donc qui, de longue date, comme tu l'as rappelé, travaille pour plus de mixité dans ce secteur qui, c'est vrai, n'est pas à ce jour extrêmement diversifié encore trop peu diversifié. Il n'y a pas que la diversification de genre, il y a aussi tout ce qui a trait à la diversification de parcours. Bien sûr. Donc aussi, je trouvais intéressant, au travers de cette initiative, de pouvoir parler du sujet et faire en sorte, effectivement, qu'on progresse sur le sujet pour être plus diversifié dans les compétences et aussi dans le genre, dans l'écosystème de la cybersécurité. Effectivement, Delphine, je pense que tu es rôle modèle en la matière, de par, évidemment, le fait que tu sois une femme, mais aussi et surtout par rapport à la richesse de ton parcours. Alors, est-ce que tu peux justement nous aider à apprendre un peu plus à te connaître, Delphine, et revenir sur ton parcours avant, du coup, la cyberattaque dont tu as été victime. Ouais. Alors, moi, j'ai une formation, j'ai fait une grande école en management, mais j'ai démarré ma carrière en système d'information, donc dans une ESN bien connue de la place. Je travaillais beaucoup pour le secteur public. Donc, j'ai fait beaucoup d'organisations de systèmes d'information en début de carrière. J'ai eu un petit passage aussi dans le domaine artistique.
pour diverses raisons et passions personnelles. Après, je suis rentrée dans un Big Four où j'ai fait de la finance, de l'audit externe, du commissariat aux comptes. Mais j'ai continué tout ce qui avait trait à des missions de conseil. Alors, à l'époque, on appelait ça l'organisation, système d'information, des choix de logiciels, des choix d'applicatifs. Et dans les domaines fonctionnels que je traitais, je m'occupais beaucoup de la finance et des RH. Les domaines fonctionnels RH et finance. Et quand j'ai découvert le domaine fonctionnel des ressources humaines, je me suis un peu passionnée par le sujet. Et j'ai eu un moment dans ma carrière où je me suis dit, bon, c'est bien de faire du conseil, mais j'avais envie aussi d'avoir un poste opérationnel. Donc, j'ai pris un poste opérationnel en direction des ressources humaines au sein du cabinet où j'étais. Donc là, j'ai fait énormément de choses en matière RH en France et beaucoup à l'international, avec beaucoup de projets de systèmes d'information, mais pas que. J'étais dans une direction des ressources humaines. Après, je suis partie dans un cabinet d'avocats d'affaires pour leur monter leur université interne et leur direction talent au niveau mondial. Donc des projets systèmes d'information, donc des projets talents, etc. En lien avec ma fonction, des très belles aventures professionnelles. Et c'est là où la cybersécurité est arrivée. Donc sur mon parcours, puisque le cabinet pour lequel je travaillais a été malheureusement victime de l'attaque NotPetya en 2017. Et c'est là que la cybersécurité s'est invitée sur mon parcours. Alors, pour le coup, je comprends, Delphine, que ton parcours la ligne rouge de ton parcours a toujours été quand même la tech, l'IT. T'as évolué dans des fonctions métiers, dans des fonctions transverses, mais avec quand même toujours cet intérêt, cette appétence pour les domaines liés au système d'information. Mais effectivement, la cyber, elle est arrivée dans ta carrière de façon assez inattendue, à travers cette cyberattaque en 2017, qui a donc marqué un tournant dans ta carrière professionnelle. Et alors, est-ce que tu peux nous en dire plus, justement, sur la façon dont la cyber a fait irruption dans ta vie à ce moment-là? Alors, elle a fait irruption de façon extrêmement violente. Donc, un jour de juin 2017, on nous a demandé de tout arrêter puisqu'on était cyberattaque. Faut se remettre qu'en 2017, quand même, c'était vraiment... Alors, c'était pas la première où on avait commencé à entendre parler du sujet dans les entreprises du secteur privé. C'était WannaCry, qui a déjà un peu créé de perturbations. Mais c'est vrai que ça nous est tombé dessus, comme d'autres organisations, de façon extrêmement brutale, extrêmement inattendue. C'était pas un sujet dont on parlait plus que ça à l'époque. Et ça a été particulièrement violent dans les conséquences. Alors moi à l'époque, moi j'étais manager, directeur dans mes fonctions. J'avais des gens dans mes équipes aux quatre coins du monde. Et ce qui a été très brutal, c'est l'arrêt des activités et surtout cette prise de conscience extrêmement brutale. Moi j'étais dans des fonctions et dans un cabinet très digitalisé où on a, dans l'espace de quelques secondes, réalisé que si l'informatique n'était plus là, on pouvait quasiment plus rien faire, voire plus rien faire du tout, en fonction de sa fonction, etc. Donc ça a été assez brutal, assez violent, je pense, pour tout le monde. Alors évidemment, on l'a pas réalisé tout de suite. Dans les premières heures, les premiers jours, on n'y croit pas. On se dit que ça va redémarrer, que l'informatique a tout prévu et va redémarrer les choses. Et puis les heures passant, on se rend compte que ça repart pas. Et puis surtout quand ça tombe sur une organisation qui est pas préparée à gérer une crise et une crise cyber, il y a toutes les difficultés. Moi j'avais des équipes, notamment en Pologne, j'étais incapable de communiquer avec eux alors qu'ils s'occupaient d'une partie de mes process qui étaient clés. Mais je pouvais pas communiquer avec eux parce que c'était dans un shared service center. On n'a pas de téléphone portable professionnel quand on est dans un shared service center. Donc on ne pouvait plus se parler. Donc on a fait face à des défis comme ça qui ont été extrêmement complexes. Et donc de traverser cette aventure qui a duré de longues semaines, ça m'a tellement frappée en tant que manager que je crois qu'au bout du 3e ou du 4e jour, je me suis dit il va falloir que je la raconte cette histoire. Parce que je voyais ce qu'on traversait tous les uns et les autres dans nos métiers. Je voyais mes collègues de la compta qui pleuraient du sang parce qu'ils étaient incapables de sortir la facturation de fin de mois. Et puis quand on peut pas facturer ses clients, tout de suite, la mécanique se met en place. On se dit ouïe aïe aïe. La boîte va-t-elle passer le cap et survivre à cet événement? Donc je me suis dit il va falloir que je le partage parce que là il nous arrive quelque chose. Alors je savais pas encore à l'époque que ça allait devenir malheureusement une des plus fréquent
Et non, mais aussi le quotidien de beaucoup d'entreprises d'être victimes de ce type d'événement. Mais je me suis dit, là, il y a un truc qui se passe. Et il faut qu'en tant que manager, faut arrêter, quand le DSI nous dit, parce qu'à l'époque, il n'y a pas forcément des RSSI dans ces organisations-là, qui nous dit, préoccupez-vous, de vos mots de passe, sécurisez tels aspects où on n'en avait absolument rien à faire parce qu'on se disait, business d'abord, ils nous embêtent avec ces protocoles qui nous empêchent d'aller vite. Je me suis dit, là, il faut qu'on arrête, il faut vraiment qu'on pense le sujet différemment. Et en tant que manager, quel que soit notre métier, RH, finance, juridique, communication, puis bien entendu les gens dans les métiers, il faut qu'on arrive à développer des compétences et des capacités, alors à la fois pour se protéger, mais aussi pour traverser ce type d'événement. Apprendre à bien réagir. Et donc là, c'est vrai, je me suis dit, il faut que je le partage. Et c'est vrai que j'ai pris des notes. À partir du 3e jour de l'attaque, j'ai pris des notes tous les jours sur ce qui se passait. Alors, il y avait des choses qui étaient un peu rigolotes aussi, parce qu'on essayait de rigoler du malheur dans lequel on était tombé. Quand même, faut essayer de garder un petit peu d'humour dans ces moments-là, même si des fois c'était très difficile. Donc j'ai pris mes notes. Une fois qu'on est un petit peu sorti de tous ces problèmes, 3-4 mois, on va dire, après le fameux jour du mois de juin, j'ai pris ma plus belle plume, alors qu'en général un clavier, on est d'accord maintenant. Et puis j'ai fait mon travail d'écrivain pour me dire, je vais en tirer une histoire, mais j'ai vraiment pris les faits que j'avais notés. Je l'ai un petit peu romancé, pour en faire un bouquin. Et donc, c'est un bouquin que j'ai sorti en 2018. Voilà. Super. Et alors, tu dirais que finalement, combien de temps vous avez mis dans votre organisation à vous remettre, vraiment à revenir à une situation nominale, à vous remettre de cette cyberattaque? Alors, c'est une question qu'on me pose beaucoup quand je fais des conférences. Et en fait, je sais pas répondre parce qu'en fait, déjà, on revient jamais à la normale. Alors, NotPetya, il y en a peut-être certains de nos auditeurs ou nos auditrices qui s'en souviennent, c'était particulièrement méchant et violent. C'était un logiciel malveillant a priori. C'est un petit peu de notoriété publique quand même ça. Maintenant, fabriqué par un État qui a des moyens. Ouais. Donc c'était particulièrement méchant. C'était programmé pour mettre à plat des infrastructures étatiques. Donc on s'est rentré dans les entreprises du secteur privé. Nous c'est rentré par notre bureau qu'on avait à Kiev. C'est vrai que le logiciel malveillant était fait pour détruire. Donc de toute façon, quand il était rentré, il faisait pas de cadeaux, il détruisait. Alors à l'époque, dans ce cabinet, il se trouve que notre managing partner était un juriste de la composante IT/IP. Et quand on a été, on va dire, dans les phases où on commençait à sortir, on va dire, du chaos, il a dit, écoutez, finalement, on va prendre ça comme un atout, c'est que finalement, ça nous a tellement tout détruit qu'on va reconstruire complètement notre système d'information. Et effectivement, en 2017, le cabinet s'était construit de par son histoire. C'était un cabinet qui avait beaucoup d'années d'existence, avec des vieux systèmes, une architecture qui était peut-être un peu ancienne et qui avait fait aussi, que le logiciel malveillant avait fait beaucoup de mal à l'organisation. Finalement, ça va être l'occasion de reconstruire quelque chose de plus moderne, de mieux sécurisé, avec des choses plus isolées. Pour se prémunir mieux de ce type d'incidents graves. Donc, je peux pas dire qu'on soit revenu à la normale parce que finalement, le nouveau normal était très, très différent de ce qu'on avait avant. Alors, le côté un petit peu rigolo, on en rigolait un peu tous, c'est que le côté très positif, qu'on avait des vieux applicatifs dont on n'arrivait pas à se débarrasser parce qu'on avait des utilisateurs qui campaient sur leur applicatif et qui voulaient le garder. Finalement, ça a éliminé tout. Et il y avait certains applicatifs, on était contents de pas les retrouver, parce que donc finalement, il y a eu des choses un petit peu positives dans l'histoire, mais bon, le nouveau normal est quelque chose de très différent. Mais en attendant, quand même, sur la remise en route, j'ai envie de dire, pour qu'on arrive à fonctionner à peu près tous, il a fallu bien 6 mois. Et on était encore au début de la reconstruction de l'ensemble du système. Bien sûr. Voilà. Et est-ce que vous avez fait l'exercice de quantifier, d'estimer l'impact financier de cette cyberattaque? Alors, oui, ça a été fait. Alors, moi, j'étais plus dans puis bon, c'était pas dans mes domaines de responsabilité, mais bon, j'avais des échanges assez réguliers avec les membres du COMEX de par mes fonctions. Donc oui, bien sûr, ça a été fait pour notamment des besoins liés à l'assurance. On était assurés, mais pas cyber-assurés de mémoire, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas vraiment. Mais il y a eu un contentieux avec l'assureur de ce que je sais, c'est encore en procès aux États-Unis. Ah oui, d'accord. Voilà, il y a eu des premiers jugements, d'ailleurs, où notamment l'assureur voulait pas rembourser parce que NotPetya avait été considéré par les assureurs comme un acte de guerre.
acte de guerre, c'est pas couvert par les assurances. Et donc voilà, il y a un procès qui est toujours en cours, je sais, aux États-Unis, et il y a eu une instance où effectivement les assureurs ont été retoqués sur le sujet. Mais donc oui, il y a eu des estimations qui ont été faites pour ces besoins-là, et notamment, récupérer une partie des dommages qu'on avait eus via l'assurance. Mais donc, de ce que je sais, c'est toujours en procès. Puis je ne suis plus dans cette entreprise et je suis pas particulièrement cette actualité. Mais du coup, quand on entend sur le marché que des cyberattaques peuvent mettre à risque la pérennité de certaines organisations, on a l'impression que certains y croient et d'autres pas. Toi, par rapport à ce que tu as vécu, c'est effectivement quelque chose qui t'a traversé l'esprit et tu as pensé que c'était vraiment un risque. Franchement, la chance qu'on a eue, c'est qu'on était un cabinet qui était, on disait toujours, géré en bon père de famille. Donc, il y avait un directeur financier qui était là de longue date et qui gérait très bien les affaires financières du cabinet. Donc, il était un grand cabinet mondial. Et heureusement, parce qu'effectivement, quand il y a eu effectivement tous les coups, de toutes ces semaines où on n'a pas pu travailler, donc de reconstruction derrière, puis il y a plein d'impacts, voilà. Il y a aussi après la gestion des contentieux, mais aussi tous les impacts qui sont des fois difficilement mesurables. Ce cabinet est toujours là, d'ailleurs, il va très bien aujourd'hui. Mais bon, voilà, il y a peut-être quand même des clients, qui ont pu se dire tiens, je vais aller voir quelqu'un d'autre. Et aussi parce que dans la phase où on pouvait plus travailler, on avait des personnes qui avaient besoin d'avoir les services dont ils avaient besoin, donc ils ont pu aller se retourner vers un cabinet confrère, on dit c'est plutôt ça dans la profession. Mais c'est vrai que le cabinet n'aurait été pas dans cette situation financière, c'est probable. Alors, il aurait peut-être pas complètement disparu, mais voilà, il y aurait sûrement eu des impacts. Et il y a eu quand même, on peut le dire, au fil de l'eau, il y a eu des départs. Plus ou moins voulus, parce qu'il fallait retrouver une marge de manœuvre financière, notamment pour financer tous les dégâts et tous les coûts liés à la reconstruction du système d'information. Ouais. Donc oui, je pense honnêtement que des entreprises qui sont qui sont déjà dans une situation financière un peu fragile, on va dire s'il n'y a pas les trésors de guerre, suffisamment de finances pour faire face à ce type d'événement, et si en plus vous n'êtes pas assuré, parce que c'est ça que je vais rajouter, c'est vrai que oui, ça peut faire disparaître certaines entreprises. Merci de nous partager ton expérience, c'est passionnant. On reviendra sur le sujet de ton livre, mais pour comprendre du coup la suite de ton parcours, en quoi finalement cette cyberattaque que tu as vécue, elle a été un déclic pour toi, et qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de créer ton cabinet de conseil en cybersécurité? C'était en 2019. Ouais, c'est ça. Alors donc j'ai quitté ce cabinet pour plein de raisons. J'avais terminé ce que j'avais à faire avec eux, En gros, ma mission, j'ai envie de dire, ce pourquoi ils m'avaient embauché plusieurs années avant. La cyberattaque avait fait des dégâts, donc il y avait clairement forme de certaines personnes, si elles partaient, ça arrangeait tout le monde, pour des raisons purement financières. Donc j'ai négocié mon départ. J'avais fini ce que j'avais à faire. Donc je pars, et là je me dis, je suis à un moment de ma carrière, je rentrais dans le dernier tiers de ma carrière, ou dernier quart, je sais pas, ça se rallonge d'année en année, je vais pas faire on travaille plus longtemps, voilà. Ouais. Non, mais voilà, je rentrais dans la dernière phase de ma carrière, et je m'étais dit, depuis que j'avais eu mon diplôme d'école de management, je m'étais toujours dit, à un moment, je monterais ma boîte. Je ne l'avais pas fait pour plein de raisons que j'expliquerai pas ici. Et là, je me suis dit, si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais. J'étais partie dans des bonnes conditions. En France, on est quand même, à l'époque, c'est un petit peu moins vrai aujourd'hui, mais quand même, on est quand même beaucoup aidé quand on veut monter son entreprise. Donc, je me suis dit, je le fais maintenant. Parce que si je le fais pas maintenant, fort probable que je n'ai plus l'énergie, à un moment donné pour le faire. Donc je quitte ce cabinet, je négocie mon départ et je me dis je vais monter mes activités. Et au début, je savais pas trop ce que j'allais faire. J'avais beaucoup d'idées, mais j'étais pas forcément très claire sur ce que je pouvais faire. J'avais beaucoup de possibilités, on va dire, de choses qui me plaisaient, mais j'avais pas de business case bien construit. Et en fait, c'est là où je me suis dit déjà je me suis dit je sors le bouquin. Donc, d'accord. Donc la première chose que j'ai fait quand j'ai quitté mes activités donc salariées, je me suis dit déjà sors le bouquin, pour que tu puisses partager cette expérience. Et en fait, quand j'ai sorti le livre, j'ai rappelé des anciens collègues du cabinet du Big Four pour lequel j'avais travaillé. J'avais quitté il y a une dizaine d'années, et notamment des personnes qui déjà à l'époque avaient monté un lab de hacking et que j'avais fréquenté dans mes fonctions, etc. Et donc je leur envoie mon bouquin. Je suis toujours un peu en relation avec eux. C'est du réseau professionnel, j'ai envie de dire classique. Et là, j'en ai un qui me rappelle, qui me dit écoute Delphine, ton bouquin il est génial. Je lui dis écoute merci. Alors il me dit déjà il est super parce qu'on n'a pas de témoignages. On en a un peu plus aujourd'hui, mais bon, encore pas beaucoup. Mais à l'époque, bien sûr. Voilà.
Voilà, donc ça, déjà, c'est bien. Il me dit, bon, déjà, tu fais-moi une édition spéciale pour mon business, voilà, ça va me servir. Je dis, bon, écoute, pas de souci. Puis il me dit, je t'emmène au FIC. Je fais, c'est quoi ce truc? Écoute, il me dit, écoute, je t'emmène, voilà, mets ton bouquin dans le prix du livre. Et puis voilà, c'est le grand raout annuel de la cybersécurité, etc. Je t'emmène avec, voilà, une personne de mes équipes. Et c'est comme ça que j'ai débarqué au FIC, donc en janvier 2019. J'ai mis mon bouquin dans le concours, là. Alors j'étais un peu mal à l'aise parce que mon bouquin il est sous nom de plume pour plein de raisons. D'accord. Et puis c'est vrai que le cabinet pour lequel je travaillais, j'ai pas envie qu'ils sachent, voilà, à l'époque, plus que ça. De toute façon, l'histoire elle est transposée pour pas qu'on puisse les reconnaître, même si c'est pas secret défense. Donc j'étais un petit peu mal à l'aise. Puis bon, mais voilà, je rencontre des gens. J'ai la chance aussi de par les personnes qui m'avaient amené au FIC, de serrer la pince du général Vatanguard, qui avait lu mon bouquin, puisqu'il est, c'est lui qui a monté le prix du livre, etc. Voilà, je rencontre un certain nombre de personnes dans l'écosystème. Puis quand je reviens, j'ai des journalistes qui commencent à me contacter sur le bouquin. Et voilà, on commence à me dire, ouais, venez, on veut parler de cybersécurité. Donc, je commence à des gens qui me disent, viens, de venir en plateau télé, faire des conférences. Alors déjà, je me dis là, il faut que je prévienne le cabinet pour lequel je travaillais. Ouais. Voilà, donc là, je les préviens. Ils me disent, écoutez, Delphine, il n'y a pas de sujet, vous nous associez pas au sujet parce que voilà, on n'a pas à y être associés. Voilà, continuez votre route. Et puis là, je rappelle le général Vatanguard. Je lui dis, écoutez, est-ce que ça vous dirait de préfacer mon bouquin? Il me dit, oui, bien entendu. Donc, je ressors une édition préfacée. Et là, ça s'accélère. Il me fait rencontrer des gens dans l'écosystème du FIC, notamment les membres de l'advisory board qui sont dans le FIC. Voilà, je les rencontre. Et là, il y a pas mal de gens qui me disent, écoutez, Delphine, là, je cachais pas que j'étais en train de monter mes activités, que j'étais pas encore très claire sur ce que je voulais faire. Je me donnais un peu de temps. Et là, il y a des gens qui m'ont dit, écoute, Delphine, viens bosser dans la cyber. Au début, franchement, je les ai regardés avec des gros yeux. Oh non, franchement, je vois vraiment pas ce que je peux vous apporter. Et ça a fait son chemin à l'automne 2019, où je me suis dit, c'est vrai que moi, mon métier, pendant, on va dire, les 15 années qui ont précédé, c'est cette période-là, c'était les transformations. Les transformations, et notamment les transformations liées au talent, au développement des compétences. Et aussi les transformations de comportement, les grosses transformations organisationnelles. Et comment on accompagnait ça. Et je me suis dit, mais sur la cybersécurité, mon Dieu, le chemin, il est immense. Parce qu'à l'époque, voilà, encore en 2019, oui, il y avait encore beaucoup de chemin à parcourir pour que tout le monde s'empare du sujet. Pour adresser la dimension humaine, finalement, de la cybersécurité. Et puis métier aussi. Enfin, voilà, se dire que c'est pas qu'un sujet de IT, que ça concerne tout le monde, ça concerne les patrons, les managers, quels qu'ils soient, et l'ensemble des équipes. Donc, je veux dire, on a une grosse transformation dans le rapport à la technologie, le rapport au risque que la technologie amène. Et donc là, je me dis quand même, oui, je sais faire ça. Voilà, parce que je l'ai fait pendant 15 ans. Alors, pas forcément sur ce sujet-là. Je faisais plutôt des transformations liées au SI, voilà, des applicatifs, etc. Ou des transformations de stratégie d'entreprise. Mais je me suis dit, c'est tout à fait applicable au sujet. Et la deuxième chose, là, je me suis dit, mais c'est vrai, moi, j'ai bien vu pas être préparé à une crise cyber, là où ça nous a emmenés. Et j'avais vu que sur le marché, à part les cyber-range, donc pour les équipes IT, pour entraîner les managers à la crise, il y avait rien. Donc je me suis dit, là aussi, j'ai quelque chose à faire, à inventer effectivement des solutions pour entraîner des équipes de direction, des équipes tout court, en dehors des SI, sachant que dans les exercices, on met aussi la DSI Bien sûr. Et le RSSI quand il y en a un, voilà, pour les entraîner. Donc en fait, j'ai monté mon business case autour de ça. Je lançais tout ça donc au FIC 2020, quand le Covid est arrivé. Donc voilà, il y a eu un peu quelques chaos liés à la crise sanitaire et les événements qu'on a tous traversés à cette époque-là. Mais voilà, donc on s'en est sorti. Le cabinet, voilà, a continué à se développer, s'est développé, et on est toujours là. Et on se développe. Donc voilà comment c'est arrivé. Une merveilleuse aventure, mais effectivement, tout ça n'était pas prévu. Ça a été finalement le bon côté de cette cyberattaque. J'ai souvent dit dans ma carrière que j'allais là où le vent me poussait. Where the wind blows. Très bien. Et oui, je pense que c'est ça. C'est un peu poussé, tiré par les événements, mais aussi influencé. Et c'est vrai que moi, les personnes dans l'écosystème là de l'advisory board du FIC, très masculin, pour venir aussi quand même un peu dans notre sujet. Et là, j'ai rencontré des gens qui clairement disaient, on n'a pas assez de femmes dans la cyber. Donc bon. On dit, Delphine, t'es une fille. Bon, j'espérais que c'était quand même pas que ça. Voilà, qu'on me demandait. Pour sûr, ça n'était pas que ça. Mais c'est vrai que c'était vraiment des hommes qui vraiment souhaitaient qu'il y ait plus de femmes dans la cyber. Donc déjà, il y avait cet aspect-là. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi, on a besoin de parcours plus diversifiés.
moins technique, parce que la cyber, ce n'est pas que de la technique. Donc en fait, mon parcours en management aussi intéressait pour ça. Et il y avait l'autre chose, c'est que à l'époque, dans l'écosystème du FIC, quand même issu du monde militaire, du monde de la gendarmerie, il y avait aussi comment on adresse le secteur du privé, avec les codes des entreprises du secteur privé et du secteur économique. Et donc là, pareil, mon parcours intéressait par rapport à ça. Enfin, parler à un comité de direction, il faut aussi un peu avoir les codes du business pour pouvoir les engager et ancrer les choses avec eux. Donc voilà, il n'y avait pas que le fait que je sois une fille. Non, c'était une conjonction de nombreuses compétences. Voilà. Et de ton expérience qui t'ont amené donc dans cette nouvelle aventure de Thalia Neomédia. Voilà, tout à fait. Je voulais revenir un petit peu sur ton livre parce qu'on n'a pas encore été tout au bout de cette histoire. Donc tu nous as expliqué que tu as souhaité partager donc ton expérience de cette cyberattaque à travers cet ouvrage qui s'appelle Cyberattaque plongée au cœur du blackout, qui est donc paru en 2019 et donc réédité en 2022. Gagnant du prix du livre Cybersécurité du FIC, donc le Forum in Cyber, en 2023. 2023, ouais, je l'ai présenté, il a fallu 4-5 ans avant que je l'aie, mais je me suis accrochée. Eh ben, écoute, félicitations. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ton aventure en tant qu'autrice? Et puis finalement, est-ce que tu t'attendais à une telle reconnaissance quand tu as écrit cet ouvrage? Non, pas du tout. Moi, je l'ai vraiment sorti ce bouquin en me disant il faut que je partage. Enfin, vraiment avec cette conviction qu'il fallait qu'il y ait des managers, comme moi, lambda, je considère comme un manager lambda, qui s'emparent du sujet. Donc c'était vraiment ça. Après, c'est vrai que dans la construction de mon business, parce que j'étais en reconversion de carrière, en transition de carrière, en reconversion, parce que la cybersécurité n'était pas mon métier d'origine, donc j'ai quand même j'avais un peu quand même travaillé le sujet en 2018, 2019. Voilà, on se lance pas comme ça dans l'aventure entrepreneuriale quand même, parce qu'on a envie, mais bon, derrière ça se construit aussi un petit peu. Et quand même, un des modèles qui existe, c'est le modèle, on a un livre, on a une conférence, on a l'activité de conseil, qui est un modèle qui est très, très en place d'ailleurs aux États-Unis. Donc là, j'avais le bouquin. Donc après, j'ai monté la conférence, pour aussi arriver vers l'activité de conseil. Et c'est vrai que le bouquin, je me suis beaucoup appuyée dessus. C'est vrai parce que c'est un élément de visibilité. Maintenant, c'est vrai que c'est aussi un élément pédagogique. Alors là, c'est lié à mon métier, mais c'est vrai que je le mets énormément dans mes supports. Quand je fais des exercices de crise avec des organisations. Mais c'est vrai que le bouquin, au-delà, j'avais déjà écrit un livre. J'avais déjà écrit un autre. Tu n'en étais pas ton premier essai. Non, je n'étais pas mon premier essai. D'ailleurs, je voulais en écrire un deuxième, quand la cyberattaque est arrivée. C'est là où je me suis dit, Delphine, tu as ton deuxième bouquin là sous les yeux. Voilà. Donc j'en avais déjà écrit un parce que je pense que j'avais envie d'écrire. C'était quelque chose que j'avais envie de faire dans ma vie. Sur quel sujet, du coup, ce premier bouquin? Alors c'est plutôt un bouquin humoristique. Alors en plus c'est rigolo parce que je l'ai donné ce matin. Parce que je suis revenue sur les terres là où je l'ai écrit ce matin à la Défense, donc pas là où on est aujourd'hui, mais dans une autre tour. Et je l'ai donné justement aux gens que je visitais, parce qu'ils sont dans cette tour où je travaillais à l'époque. Et non, oui, c'est mes aventures à la Défense, dans les avions et les aéroports, quand j'étais dans mes fonctions internationales. D'accord. C'est un bouquin plutôt rigolo, sur le monde du travail. Ok, mais un peu autobiographique. Ah ouais, un peu. Toujours. Carrément. C'est pour ça qu'il est sur nom de plume d'ailleurs, parce que d'ailleurs quand j'avais sorti le premier, je préférais qu'on sache pas que ce soit moi qui l'avais écrit. Donc mais maintenant c'est un secret de polichinelle. Mais donc tu as toujours eu cette envie de raconter tes histoires finalement. Oui, déjà. Oui, mais qui est d'ailleurs historiquement, c'était moi je fais partie de la génération des blogs. Voilà, c'est quand les blogs ont émergé, donc ça date un peu. Il n'y avait pas les podcasts à l'époque. Mais je bloguais le soir, et puis des gens qui m'ont dit, fais-en un bouquin, et c'est enchaîné. Donc c'était pas le premier, c'était le deuxième, en fait. Et non, mais c'est vrai qu'après, en termes de business, c'est vrai qu'écrire un livre, on le voit, c'est aussi un vecteur de visibilité, c'est aussi une forme d'assise professionnelle. Quel que soit le contenu, il est professionnel, on est d'accord, mais que ce soit une histoire qu'on raconte où on partage son expérience ou un livre qui soit plus méthodologique, je vais dire, où on partage effectivement une méthodologie sur une thématique business quelle qu'elle soit. C'est vrai que pour celles et ceux qui veulent se lancer, c'est quelque chose qui est intéressant en termes d'outils.
Tu sais, tout ce que tu dis résonne beaucoup en moi parce que j'ai aussi dans un petit coin de ma tête ce projet, mais ça fera l'objet d'une autre discussion aussi. Alors, est-ce qu'il y aura un 3e livre, Delphine? Ouais, alors justement, parce que ce matin, en donnant mon premier tome que je n'ai pas donné depuis très longtemps. Non, bah oui, il est écrit depuis longtemps, en fait, enfin quasiment, mais bon, voilà, il y a un gros travail maintenant de finalisation. Question de temps. Mais bon, maintenant, il paraît que l'intelligence artificielle nous aide. Ah, c'est vrai? Et alors, est-ce qu'il sera, ce sera encore une fois un livre qui racontera tes histoires? Est-ce que ce sera un livre sur la cybersécurité? Est-ce que tu peux nous faire un petit teasing? S'il sort, c'est là vraiment, enfin, celui sur la cybersécurité, et je l'ai mis comme le 2e tome du premier, parce que finalement, c'est la suite de mes aventures professionnelles. 3e, il sera aussi encore plus sur la tonalité du premier, a priori. D'accord. Mais bon, il faut que je le termine. Écoutez, je te tiendrai au courant. Écoute, avec grand plaisir. Je te propose de poursuivre, Delphine, puisque maintenant que tu es une experte de la cybersécurité, est-ce que tu pourrais nous dévoiler finalement ce que tu aimes le plus dans ton métier du conseil en cybersécurité et à l'inverse peut-être ce que tu aimerais voir évoluer? Ce que j'aime le plus, c'est voir la lumière dans les yeux des gens avec lesquels je travaille, chez les clients, qui se rendent compte de l'importance du sujet. Voilà. Donc je me dis là, j'ai touché au but. Et surtout, voilà, celles et ceux qui voient pas le truc ou qui se disent c'est pas moi, c'est l'autre, voilà. Bon bref, quel que soit après derrière la fausse croyance qu'ils peuvent avoir. Et ça j'aime bien. Ce moment-là. Alors moi, je fais beaucoup d'exercices de crise avec des comités de direction. J'aime bien ces moments où, par exemple, on a eu beaucoup de mal à faire venir certains membres du COMEX qui arrivent à reculons dans la salle. Et qui, à la fin de l'exercice, par exemple, moi une fois, je me souviens, on pu dire « Ah non, mais le débrief à froid, on le fait pas dans 15 jours, on le fait maintenant. » Voilà. Je me souviens d'une personne aussi qui arrivait un peu à reculons, voilà, qui voyait pas pourquoi elle était là. Et qui dans le débrief a dit mais bon, oh là là, je réalise tout ce qu'on a pour se préparer, les risques qu'on a. C'est vrai, il faut absolument qu'on se préoccupe du sujet. Donc ça, j'adore ces moments-là où je me dis voilà, on a engagé les gens, on les a convaincus, ils ont compris où était le sujet et surtout ils ont compris qu'ils avaient un rôle à jouer. Parce que souvent c'est ça, c'est oui, mais je vous pose ce que je peux faire sur le sujet. Moi, je rencontre encore beaucoup de managers. Je vois pas ce que je peux faire. Ils se sentent pas concernés, ils se sentent impuissants. Ils se sentent impuissants et ils voient pas ce qu'ils peuvent faire. Et quand on arrive à ce stade-là, de leur faire comprendre que tout le monde a un rôle à jouer, quelle que soit sa fonction dans l'organisation, que ce soit en vigilance, d'abord, en vigilance et en protection, de façon générale, de l'organisation. Et puis, bien entendu, dans sa capacité à réagir si l'organisation est touchée et tombe en cybercrise. Donc ça, quand on arrive à ce moment-là, alors là, moi, je kiffe, quoi. Je kiffe grave. Et alors, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais voir évoluer? J'allais dire que tu aimes un peu moins, non? Que tu aimerais voir évoluer? Ce que j'aimerais voir évoluer, alors là, je vais porter un regard même plus global sur... Alors, je reviens du Japon. J'y étais pour les vacances, mais j'avais un peu des antennes quand même sur comment ils abordaient le sujet là-bas. Moi, j'aimerais et là, c'est plus en France, je vais dire, qu'on arrive à approcher vraiment la cybersécurité sous plus d'angles et d'une façon un peu différente et moins dogmatique. Voilà. Mais ça, c'est la culture française, très ingénieur, très technique, aussi très élitiste, qui irrigue pas que le secteur de la cybersécurité, c'est valable pour plein de secteurs. Et ça, j'aimerais que ça évolue. Voilà, qu'on soit un peu moins dogmatique, un peu moins dans les conformités, les coups de tampon, Est-ce qu'on est assez bon pour faire de la cyber? Est-ce qu'on a passé toutes les certifs qui vont bien? Alors oui, il y a certaines filières de métiers, oui, on peut pas faire ces métiers si on confirme pas qu'on a les bons niveaux de compétences et de connaissances, et il faut avoir les coups de tampon qui vont bien, ok. Mais je trouve que ça nous bloque beaucoup, et surtout, ça nous ralentit. Et alors moi je suis entrepreneuse, donc je suis chef d'entreprise et je veux dire, quand on est chef d'entreprise aussi, il faut aller vite, faut rentrer du business si on veut se développer, pour investir, pour recruter plus de gens, pour avoir plus de clients, etc. Et c'est vrai que je trouve personnellement que on a beaucoup de barrières. Alors en tant que chef d'entreprise, mais donc ça, j'en parle pas, c'est pas le sujet du podcast. Mais aussi sur le sujet de la cyber, je trouve on a besoin d'être un peu plus libéré sur le sujet pour pouvoir surtout aller plus vite, parce que les besoins, ils sont immenses. Et on a encore, alors moi, mon segment de marché, j'ai des gros clients, des grands groupes, mais j'ai beaucoup de petits clients. Et j'ai aussi surtout beaucoup de petits prospects qui n'avancent pas sur le sujet parce qu'ils n'en ont pas les moyens.
Et là, enfin, il faut quand même se rendre compte que si on regarde notre activité économique, aujourd'hui, on est en risque majeur. Parce que bon, la situation géopolitique, elle est ce qu'elle est. Et ça, on la changera pas. On sait qu'on est sur une menace qui est hyper élevée. Et si ça nous tombe dessus, alors voilà, moi j'ai fait rempart la semaine dernière. Ah, super. Voilà, on a simulé, une grosse attaque qui touchait l'ensemble de notre territoire national dans toutes ses composantes, publiques mais aussi privées. Mais si l'ANSSI fait ça, c'est pas pour s'amuser, juste pour se faire plaisir. On sait que la menace est là. Et moi, je le vois sur le terrain de toutes les PME avec lesquelles je travaille ou avec lesquelles j'essaye de travailler, on est en risque majeur. Et là, c'est là où il faut savoir accélérer, il faut savoir aider vraiment ces organisations. Et c'est vrai qu'alors on n'est pas dans un contexte budgétaire hyper favorable, les subventions ont été coupées partout pour aider les organisations, par exemple à se mettre en conformité, à faire des exercices de crise, à faire des diagnostics, etc. Donc là, on n'est pas aidé par le contexte des finances de notre pays, mais bon voilà, c'est comme ça. Mais je pense qu'il y a d'autres choses à faire, aussi pour qu'on travaille plus finalement en mode collectif, entre on va dire les instances publiques, parapubliques, qui régulent, et c'est normal, et qui réglementent un petit peu le secteur, et puis aussi tous les acteurs du secteur privé. On est encore beaucoup en ordre dispersé, je trouve, trop. Et quand on voit les enjeux, on a besoin d'aller beaucoup plus vite. Passionnant. On pourrait discuter de tout ça encore pendant des heures, mais l'heure tourne pour nous. Delphine, je voulais évidemment aborder tes engagements. Delphine, on ne peut pas se quitter sans avoir parlé de ton association. Donc effectivement, tu es membre du CEF6, mais ton engagement associatif ne s'arrête pas là, puisque tu as créé en 2023 Assovica, qui a pour vocation de venir en aide aux victimes de cyberattaques. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment t'es venue l'idée de cette association et puis comment concrètement elle œuvre pour soutenir ces victimes de cyberattaques ? Alors déjà pour repréciser, on s'occupe des victimes professionnelles. On s'occupe pas des particuliers parce que déjà s'occuper des victimes professionnelles, c'est déjà beaucoup. Si on s'occupait des particuliers, on n'y arriverait pas. Et puis il y a d'autres instances aussi qui couvrent cet aspect-là. Donc on adresse plutôt ce trou de raquette, on va dire, qu'on avait vu dans l'écosystème par rapport aux victimes professionnelles. Donc comment elle est venue l'idée ? C'était en 2022. Donc on était encore dans les difficultés liées au Covid. Donc moi aussi en tant que chef d'entreprise, toutes les difficultés de développer l'entreprise dans ce moment encore compliqué lié à la crise sanitaire. Et en fait, je passe devant ma télé et en juin 2022, il y avait le procès des attentats de 2015. Et je vois une femme qui parle. Et c'était la présidence de l'association des victimes des attentats, donc qui était là au procès, qui devait être partie civile, etc. Et c'est là où ça fait tilt dans ma tête, où je me dis, mais c'est vrai, on fait des efforts colossaux pour convaincre des entreprises de travailler sur le sujet. On sait qu'il y en a plein qui ont été victimes. Alors moi, je l'avais vécu, j'étais plus dans l'organisation, mais je l'avais vécu aussi en tant que manager. Mais je me dis, mais finalement, tous ceux qui sont victimes, on s'en occupe pas. Donc là, j'appelle 2-3 personnes avec qui je bossais. Je leur dis, écoute, est-ce que tu penses pas qu'on a quelque chose à faire pour s'occuper des victimes, parce qu'en partant déjà du premier constat, c'est qu'on les entendait pas, on les entendait peu. Sur ceux qui témoignaient, parce que quand même, il y en avait quelques-uns qui témoignaient, il y avait ce qu'ils disaient, devant tout le monde. Puis quand on était au petit four, quand il y avait les petits fours, et puis tu sais, Delphine, il y a tout ce que je t'ai pas raconté. Et puis alors là, ils vous en racontaient, tu sais, je t'ai pas dit, mais bon, le DSI après, il a fait une tentative de suicide. Tu sais, moi je me suis fait virer. Toutes ces choses-là qu'on n'entendait pas. Ou des choses aussi, et je suis aussi réserviste au COP Cyber, donc je le dis toujours avant ce que je vais dire là. Donc je travaille beaucoup avec eux pour qu'on accueille mieux les victimes aussi dans les brigades quand ils portent plainte. Mais moi j'entends des victimes qui disent j'ai été très mal accueillie quand je suis allée déposer plainte. Et je me suis dit tout ça on l'entend pas. Et c'est vrai que si on l'entend pas, on peut pas travailler sur le sujet. Donc à commencer pour parler à la police et la gendarmerie pour mieux accueillir les victimes. Donc si on l'entend pas, on fait rien. Donc la première chose, c'est qu'on s'est dit mais il faut qu'on donne un espace de parole à ces victimes, et on sait pourquoi elles parlent pas, pour plein de raisons, mais notamment aussi parce que des fois on leur interdit de parler, parce qu'on n'a pas le droit de révéler ce qui s'est passé, etc. Donc on s'est dit il faut qu'on leur donne une plateforme où elles puissent venir témoigner de façon complètement libre, sous anonymat. Donc ça a été le point de départ. Et on a besoin de cette parole pour entendre des choses qu'on n'entend pas, parce que si les gens parlent pas, pour nous faire progresser sur notre compétence collective et notre capacité, donc à la fois à mieux soutenir les personnes qui traversent ça dans les organisations, que ce soit le patron de la boîte, que ce soit les équipes informatiques, les équipes cyber
ou l'ensemble des équipes qui traversent le grand bazar que peut être une crise cyber. Aussi pour les soutenir psychologiquement, parce que moi j'ai interviewé une victime pas plus tard qu'hier, qui est une entrepreneuse, qui était, c'est elle qui a fait un faux virement. C'est les attaques au faux virement. Au bout de 3 mois, elle s'en est toujours pas remise. Elle est traumatisée professionnellement. Donc elle est très accompagnée, pour se remettre en route. Mais moi, on a entendu quand même beaucoup de gens qui ont du mal à se remettre dans leur profession, quel que soit votre métier. Après ce type d'événement, il y a énormément de remise en cause, de culpabilité. Au niveau des chefs d'entreprise, c'est est-ce que j'aurais dû faire des choses avant ? Qu'est-ce que j'ai loupé ? Il y a quand même toute cette responsabilité. Tu m'as posé la question tout à l'heure, est-ce qu'il y en a qui peuvent déposer le bilan et disparaître ? Oui, il y en a qui ont vraiment eu la trouille que leur boîte disparaisse. Toute la responsabilité de se dire aussi peut-être qu'il va falloir que je fasse un plan social en sortie. C'est lourd à porter pour un chef d'entreprise. Donc finalement, vous adressez dans cette association vraiment l'impact humain et psychologique des cyberattaques. Voilà. Donc on s'est dit toute cette partie-là, on n'entend pas parler. On a des gens qui sont abîmés, voire qui se mettent en danger personnel, parce que on le sait, il y en a qui peuvent partir en burn-out, voire avoir d'autres idées encore plus graves. Donc on s'est dit déjà il faut qu'ils parlent. Donc on les fait parler, donc sous anonymat. On a sorti notre premier livre blanc de synthèse de ce qu'on a commencé à entendre donc en octobre 2024, donc il y a à peu près 1 an. Il est disponible. Je pense que les auditeurs sauront le trouver. Et après, pendant 6 mois, on a travaillé en fait sur la jeunesse de l'association. Ce qu'on avait aussi découvert dans les gens qu'on a interviewés, c'est que dans la profession cyber, il y avait aussi des gens qui étaient en souffrance. Pour plein de raisons, des gens qui se sentaient pas écoutés, qui se mettaient en danger personnel aussi, peut-être qui en prenaient trop sur leurs épaules. Mais donc il y avait des gens dans la profession qui avaient besoin de parler aussi. Parce qu'il y en a qui pensaient en fait aussi changer de métier parce qu'ils se sentaient maltraités dans leur profession. Et là, on s'était dit aussi, si on les soutient pas, si on protège pas ceux qui nous protègent et qui protègent nos organisations, déjà qu'on manque un peu de monde, il paraît. Voilà. Mais je crois qu'il y a c'est le Césin aussi, qui fait une étude sur le stress. Oui, tout à fait. Donc on s'était aussi appuyé sur cette étude qui était sortie, je crois, quelques mois avant, du Césin, qui parlait du stress et des risques de burn-out dans la profession cyber. Donc c'est comme ça que l'association est née. Donc maintenant on a 3 ans d'existence. Si certains de nos auditeurs, auditrices veulent venir s'investir, bienvenue. On n'est que des bénévoles. On a le soutien d'un certain nombre de partenaires, Noaxa Prévention, qu'on remercie beaucoup, qui nous donne beaucoup d'accélérateurs. On a énormément de choses à faire. Donc il n'en tient qu'à nous. Je crois que pour soutenir aussi les victimes professionnelles. Et puis faire qu'on en ait le moins possible à l'avenir, qu'on soit mieux prêt pour traverser plus sereinement ces événements, se reconstruire plus rapidement. Et et puis moi je dis beaucoup aux victimes que j'écoute, c'est un vrai trésor. D'ailleurs on a mis dans c'est nos taglines de l'association, une citation de Gérard de Nerval qui est l'expérience de chacun est le trésor de tous. C'est qu'ils soient fiers de l'expérience qu'ils ont traversée. C'est un vrai trésor, d'abord pour eux, et puis justement pour la communauté, et pour qu'on grandisse tous. Et que ce soit pas une honte. Et que ce soit surtout pas une honte. Bien sûr. En tout cas, je pense que les messages sont passés. Delphine, merci beaucoup. Peut-être une dernière question pour conclure. Évidemment, je souhaitais revenir sur ton expérience de lauréate des trophées du CEF6 en 2021, parce qu'on n'en a pas parlé, mais tu as été lauréate de ces trophées. Donc, avec grand plaisir, grande joie. Il y a quelques années. Ouais. Quel souvenir gardes-tu de cette formidable reconnaissance de ton impact en tant que femme dans la cyber et puis quel peut-être message voudrais-tu passer à nos auditeurs auditrices sur ta vision de la place de la femme dans la cybersécurité? Alors c'était un moment génial, alors qui était compliqué. C'était 2021, on était encore en plein Covid et tout. Je me souviens, oh là là, ça avait été compliqué. Enfin pour l'équipe organisatrice, je me souviens. Mais vous l'avez fait, on l'a fait. Malgré tous les événements. Belle preuve de résilience. Non, ça a été un super moment. Surprise. Alors on n'est pas prévenu. Enfin de mémoire. Moi à l'époque on n'était pas prévenu. On savait qu'on était finaliste, mais on n'est pas prévenu. On le découvre juste. Au moment de la cérémonie, on vous le dit quand même. Oui, tu sais, c'est toi. C'est les personnes qui remettent. C'était l'amiral Coustillard qui m'avait remis le prix. Il m'a dit ouais Delphine, c'est à toi ou à vous, je sais plus comment, que je vais remettre le prix, donc je suis contente. non, mais c'est super, c'était un super beau moment. J'en garde un très bon souvenir. Et après, en tant que professionnel, je pense qu'il faut pas négliger, quelle que soit la profession, quelle que soit, si on a un homme, une femme, c'est toujours, intéressant de se challenger déjà à postuler à ce type de concours, trophée, parce que ça permet de se challenger un petit peu.
Il faut absolument pas mal le prendre si on l'a pas. Parce que moi, ça m'est arrivé aussi de postuler à des choses et on l'a pas. Faut pas mal le prendre. Faut vraiment le prendre comme une expérience et plutôt quelque chose, voilà, dont on apprend. Et oui, je peux qu'encourager, tout le monde à se frotter à l'exercice. Et parce que oui, ça donne de la visibilité. Hein, il faut pas se voiler la face. Et je pense qu'aujourd'hui, quand même, il faut le reconnaître. En tant que femme, dans le monde des affaires, je vais le généraliser, c'est pas simple. On a quand même pas mal de choses. Et je sais que les hommes, ils aiment pas l'entendre. Ils disent ouais, mais non, mais c'est pas vrai, c'est machin. Et on a beaucoup d'hommes qui nous aident et qui nous soutiennent. Il y a encore beaucoup de barrières qui sont souvent assez cachées. Enfin, très insidieuse. C'est ça, un peu insidieuse. Des gens qui se rendent pas compte, des fois d'un commentaire, d'une façon de faire, qui vous exclut en fait d'un certain nombre de choses, voilà. Donc je crois qu'il y a encore beaucoup à faire. Donc j'ai envie de dire encore plus en tant que femme, il faut avancer peut-être encore plus. Voilà, pas hésiter parce qu'effectivement il faut booster nos visibilités. Et on le sait malheureusement des fois on dit en faire un peu plus, voire X fois plus. X étant entre 100 et l'infini, je sais pas. Voilà que des fois nos collègues masculins pour arriver à nos fins, obtenir des financements, des accréditations. X ou Y chose, voilà. Ou un poste, quand on postule, voilà. Et on nous pose plus de questions, et des fois... et je sais que les hommes ont du mal à l'entendre. Et des fois, je me dis, est-ce que c'est nous qui nous faisons, des films ? Mais c'est vrai qu'encore hier, j'entendais des choses sur des questions qu'on posait en entretien à des gens, et c'est vrai qu'on pose des questions aux filles qu'on poserait pas à des garçons, quoi. Donc, et je suis persuadée, oui, qu'il y a quand même... Il y a encore des biais en la matière. Ou quelque chose qu'on attend. La fille, il y a encore un truc, on n'y croit pas, quoi. C'est terrible, mais bon, c'est notre culture, c'est là. Et puis, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on avance et que c'est de mieux en mieux. Donc, voilà, il faut rester positif, on avance. Mais là encore, ton appel est passé et il y a plus qu'à propos puisque les candidatures pour les trophées 2025 du CEF6 sont ouvertes. Donc, n'hésitez pas à candidater. On serait ravis de revoir l'ensemble de vos candidatures et puis de vous mettre en visibilité. Je crois que notre échange touche à sa fin, Delphine. Que d'échanges passionnants sur ton parcours riche, diversifié, ton expérience de la cyberattaque NotPetya, de tes activités d'entrepreneuse, d'autrice, tes engagements associatifs. Quel parcours passionnant et inspirant. Merci infiniment d'être venu nous le partager. Merci d'avoir accepté de témoigner dans ce 12e podcast Cyber Stories du CEF6. Merci d'avoir pris la parole. Nous avons besoin de rôle modèles comme toi pour faire évoluer les mentalités, pour faire évoluer le positionnement de la cybersécurité dans les organisations et plus largement dans notre société. Je remercie également notre CEF6ienne Clotilde Madège, productrice de nos podcasts, pour la réalisation de ce 12e épisode 100% féminin. Vous avez écouté une cyberhistoire racontée par une femme exceptionnelle, Delphine Chevalier. Retrouvez toutes les informations de l'association CEF6, le Cercle des femmes de la cybersécurité, sur notre site web cef6.fr, sur le site des trophées pour candidater, cyberwomanday.com, et rejoignez la communauté engagée du CEF6 en envoyant un mail à contact@cef6.com. On se retrouve très vite pour le 13e podcast. À bientôt.